Les marques produisent toujours plus de contenu. Mais face à cette fuite en avant, l'attention des consommateurs s'effrite. Et la confiance également. Alors, comment face à cet exode informationnel les marques doivent se réinventer? On en parle aujourd'hui avec Sébastien Morteau, content strategist à l'agence. Salut Sébastien, Salut. tu vas bien? Ouais. Bon, merci d'être de retour à UV. La dernière fois, on avait parlé de newsletter. J'ai retrouvé ça sur l'historique pour ceux que ça intéresserait. Aujourd'hui, on va parler donc d'exode informationnel et finalement des conséquences que ça a pour les marques. Peut-être repartons d'abord du constat. Aujourd'hui, les marques sont amenées à faire beaucoup de contenu, peut-être plus qu'hier, peut-être moins que demain. Comment t'expliques cette fuite en avant? Il y a 2 alors c'est une réponse, c'est des mauvaises réponses à des vrais défis. En fait, le aujourd'hui, il y a une logique, SEO algorithmique, que tout le monde doit respecter pour pouvoir, être vu, en tout cas tente de respecter pour être vu et une des réponses, c'est, la carte de la quantité. C'est de créer du volume, pour être présent. C'est pas forcément la bonne réponse. En tout cas, c'est une réponse à ce 1er souci. Et la deuxième explication de cette, explosion, de contenu, c'est la multiplication des formats et des canaux. Voilà, de nouveaux réseaux sociaux, de nouveaux formats, sur chaque réseau social, ou chaque format, des déclinaisons et le problème, c'est que voilà, il faut pouvoir, essayer d'être présent partout et ça, mécaniquement, ça crée, plus de contenu. Mmh. J'ai l'impression quand même qu'on avance un petit peu là-dessus, c'est-à-dire ce besoin d'être présent, notamment je pense aux réseaux sociaux, absolument partout. Certaines marques commencent à comprendre que, bah, non, on peut aussi faire des choix et justement, sans doute parce qu'on n'a pas les moyens d'être partout, ça avance un petit peu. Bah, ça avance, aussi par, comme tu l'évoques, pour des raisons de moyens, des moyens, financiers et puis des moyens humains. Parce que ça devient vraiment très compliqué, même soutenu par une agence, de pouvoir, répondre à cette, sollicitation de, toujours plus de contenu, voilà. Alors les content factory, c'est possible dans les grosses structures Mmh. et là aussi, de toute façon, c'est aussi, une course un petit peu, c'est un peu le tonneau des Danaïdes, le contenu. Ouais. Donc à un moment donné, il faut rationaliser et se reposer les bonnes questions aussi, en amont, avant de partir dans tous les sens. Bah, rien que ce terme de content factory, en effet, montre bien, je trouve, ce côté de, voilà, faut qu'on arrive à industrialiser une production, un produit, standardisé qui conviendra finalement à tous et donc potentiellement à aucun usage et besoin, mais il faut qu'on arrive à produire en effet en masse et puis, c'est peut-être pas prêt de s'arrêter ou en tout cas on a de nouvelles, des nouveaux problèmes, à la solution donc avec l'intelligence artificielle qui justement permet ça et on le voit déjà à quel point le volume de contenu créé, grandement par les marques, mais on peut le voir aussi, marques au sens large, hein, auprès des médias, auprès des individus. On voit bien que ça recrée, tout de même un sentiment recrée une accélération de cette production. Est-ce que pour toi c'est un peu inéluctable ou, est-ce que ça peut être utilisé autrement aussi ces outils? Bah, oui, parce que de toute façon, tous les nouveaux outils, de ce type-là, qui donnent l'illusion de la facilité, vont entraîner aussi une augmentation des contenus à court terme. Mais l'IA, donc ça va être une partie du problème, hein. Ça va, dans un premier temps, je pense, pas mal, augmenter le problème. Mmh. Mais voilà, et ça, faudrait qu'on fasse un UV, et un échange, spécifique sur le lien entre IA et contenu. Mais clairement, Le rendez-vous voilà, est pris. ouais, bien utilisé, ça va plutôt, je pense, nous amener vers des solutions, parce qu'il y a la partie production, mais il y a aussi la partie, gestion, pilotage, du contenu, personnalisation. Donc ça a plein de l'IA a plein de vertus, y compris, je pense, en termes de qualité, pouvoir se concentrer sur, peut-être, un peu plus le fond, que sur la forme qui, peut-être, elle, sera, automatisée, industrialisée. Mais dans un premier temps, on risque d'avoir, aussi une petite vague, supplémentaire de contenu, liée à la facilité de la production, Ouais. heu, Et avec l'IA. et puis, là, le sujet forcément qui interroge tout le monde et je pense d'ailleurs ce sera notre prochaine UV ou j'espère en tout cas qu'on pourra en parler, c'est, la volonté auprès de ces annonceurs de remonter dans les résultats de ces mêmes IA ou en tout cas de modèles, d'IA.
et donc qui, je trouve, amène, puisqu'on est tous un peu dans le flou là-dedans, à vouloir produire encore plus d'avantages dans l'espoir de remonter, donc d'utiliser l'IA à la fois pour être référencé par l'IA. Bon, bah, on voit bien qu'en effet, il y a l'image du taux de Danaïde est vraiment ça, quoi. C'est on voit bien que le rythme est assez infernal et on peut continuer longtemps à ce jeu-là. Ça a des conséquences et tu les évoquais, on va y venir bien sûr, il y a la partie auprès des consommateurs de l'exode informationnel. Ça a aussi des conséquences sur, l'organisation interne. Qu'est-ce qu'on observe nous, chez nos clients, prospects, dans les organisations justement qui tombent dans cette fuite en avant? Bah, il y a un épuisement, des équipes. Alors épuisement des ressources, on l'avait vu, mais et Mmh. puis en plus aujourd'hui, on n'est pas dans un contexte, économique, où on sent que les investissements vont se multiplier, sur ces sujets-là, mais un épuisement aussi des équipes. Alors, chez l'annonceur, mais aussi, ça peut aussi arriver, en agence parce qu'en fait, la difficulté, c'est de suivre aussi, tous ces nouveaux supports, ces nouvelles exigences. Enfin, il y a cette injonction de production et de multiproduction, est dure à absorber, aujourd'hui et dans l'univers du contenu, j'étais à un salon, au mois de juin, All for Content pour pas le nommer, où ça devient vraiment un sujet, cette, préservation, des équipes, de production de contenu, de création de contenu, parce qu'il y a une limite humaine finalement, malgré tout. Mmh. Donc il va falloir, intégrer et ça passe aussi par, bah, voilà, de remettre à plat pas mal de choses en termes d'organisation, de définition des objectifs. Enfin, on aura l'occasion de parler peut-être un peu plus tard Ouais. dans la discussion sur, un peu les pistes, les solutions, qu'on a pour lutter contre ça. Mais, il y a cette dimension humaine de l'épuisement des ressources, un vrai sujet. Ouais. Une ressource de plus qui est limitée décidément. C'est comme quoi ça devient récurrent cette affaire. Et puis de l'autre côté, bah, il y a une autre ressource qui elle aussi, l'est et dont on parle un peu plus aujourd'hui, qui est à la fois le temps, mais sans doute plus spécifiquement l'attention, qu'on a tous dans notre vie pro, dans notre vie perso. C'est pour ça, je pense que cette discussion concerne aussi bien le B2B que le B2C, pour ça, puisque je pense que cet effet, qui porte plein de mots, d'infobésité, de saturation de l'attention, et donc un peu ses conséquences, donc le fait que, bah, techniquement les gens s'informent moins, sont aussi moins, à l'affût des choses qu'ils peuvent voir simplement par survie, on peut dire ça? Je sais pas comment on pourrait le définir? Donc comment cet épuisement il impacte, la consommation justement de tout le contenu qui est créé par les marques? Bah, l'épuisement, il vient du fait que, déjà, enfin, je crois que c'est, le contenu numérique, c'est fois 2 tous les 2 ans. Ah, Ce qui c'est est la pas c'est la le la la loi de Moore sur les processeurs, Ouais c'est pas, et notre temps disponible, pour consulter du contenu, pas multiplié par 2 parce qu'on est déjà, je pense, hyper sollicité, donc déjà bien au taquet. Donc de toute façon, c'est mécaniquement, pareil, limité à un moment donné, donc faire des choix, en contenu et c'est pas forcément, aujourd'hui vers les contenus de marque que les gens vont se retourner. Mais cette saturation, cette abondance, qui va, bah, voilà, diviser le temps d'attention, ça va plus loin. C'est aussi, aujourd'hui on sent qu'il y a aussi un décrochage, dire, là on passe il y a des gens qui basculent sur le fait, bon, j'arrête tout aussi. ouais, bah, c'est Heu, très vrai sur l'information, du monde politique et économique, à quel point il y a quelque ch voilà, c'est plus il y a trop d'infos, ça passe pas, c'est de toute manière, je fais c'est le choix de on arrête. je coupe, Ouais. je coupe. Alors après, sans enfin ça ça peut être une démarche presque militante, de passer là-dessus. Alors on est Exactement, beaucoup à le dire, ça peut mais, être très, très conscient aussi, ouais. voilà, puis mais on le fait pas en fait, Mmh. heureusement, il y a une petite limite entre Je quitte les X. voilà, les militants de l'arrêt, de l'information, mais, ce qui est certain, c'est qu'il y a, une perte de confiance, vu que le contenu, est un peu interchangeable, que les marques, voilà, multiplient les choses qui sont pas forcément, enfin, qui peuvent être sans intérêt. Il y a une perte de confiance des consommateurs, vis-à-vis des contenus émis par les marques, hein. Mmh. Alors perte de confiance et surtout perte d'intérêt. Je sais plus où j'ai vu le chiffre, mais je crois que c'est 68 des gens trouvent que les contenus, produits par les marques sont nuls.
Donc voilà, déjà, C'est c'est dur. le message, est C'est est dur. envoyé. Tiens, C'est un petit peu prends aux communicants. c'est un peu raide, mais bon, prenons et puis après, il y a une logique aussi d'authenticité, voilà, bah, il y a une perte de crédibilité par rapport à ça. On voit, on voit donc, bah, le manque de confiance, le fait qu'il y ait un peu des stratégies d'évitement. Je trouve ça assez intéressant d'ailleurs, ça a été étudié déjà, très, très tôt en sociologie, le fait que, des lecteurs sautent des pages, par exemple, de bouquins quand ils s'embêtent ou ce genre de choses. On voit bien qu'il y a ça aussi. Il y a aussi le fait que tous ces consommateurs, bon, bah, parfois de manière très concrète sur la pub, mettent un adblock et il y en a plus et parfois de manière un peu plus, subtile finalement, bah, trouvent un moyen de contourner justement tout ce contenu de marque, de manière un peu plus subtile, en lisant en diagonale, en Ça scrolle, ça lit en diagonale, on en parlait tout à l'heure aussi, cette nouvelle façon de faire des recherches, où on est plus sur des moteurs de recherche, c'est des moteurs de solutions, donc et on va lire que la partie haute de la petite réponse, et la partie courte de la réponse à la question qu'on a posée, donc voilà, tout ça, ça oblige aussi à repenser, la forme, pas mal, ouais. aussi, des contenus qu'on va produire. Alors justement, si on essaye justement de trouver des solutions, pour, contrer ou en tout cas à la fois pour éviter cet écueil de, la fuite en avant de l'hyperproduction, mais aussi pour regagner, cet intérêt et limiter l'exode informationnel, des consommateurs, des Français. Quelles solutions tu Donc, en effet, il y a une première que tu disais d'essayer peut-être de restructurer, de se reposer un peu des questions de fond déjà de quoi Faut revenir aux fondamentaux, hein. Je pense, aussi l'explosion enfin la la le virage, ou le complément de la com, qui a intégré cette logique de brand content, de content marketing. Au départ, c'était aussi, même c'est pas nouveau, mais en tout cas, il y a eu ce boom dans les années, 2000 avec l'arrivée du digital. C'était aussi de, se poser la question de l'intérêt. C'était de proposer du contenu intéressant par rapport à des contenus, plus commerciaux il faut pas perdre de vue, ça cette logique de volume, peut entraîner, le fait qu'on oublie, pourquoi on faisait du contenu initialement. Donc il y a cette logique alors il y a 2 choses. Il y a la valeur d'usage, c'est-à-dire est-ce que le contenu que je produis, présente un intérêt, pour, le consommateur? Bah, qu'est-ce qui va faire que, il Sachant que c'est va pas forcément une réponse à une information, un besoin, c'est pas forcément aussi pratico-pratique qu'une question de comment je fais pour utiliser le produit. il y a 2 choses. Il y a le content marketing qui va plutôt partir, d'insights, de besoins consommateurs et là, on va apporter des réponses et ça permet aussi de démontrer une forme d'expertise, et puis d'entretenir, une logique un peu servicielle au niveau du contenu, donc ça, Mmh. c'est important de l'avoir. Il y a aussi le brand content aujourd'hui qui est un peu la partie, publicitaire du contenu, des campagnes de prévention, un peu sympa, un peu amusantes, où là, il va y avoir une logique qui va être, plus, sur du divertissement, de l'inspiration, qui va plutôt travailler on va dire l'ADN et les valeurs de la marque. C'est une autre façon de communiquer. Oui, donc Heu, cette valeur d'usage, ça peut aussi être ça, quoi. Ça Beh, peut être le fait, en effet, de divertir, ça oui. peut être le fait d'inspirer, c'est aussi c'est aussi un moyen d'apporter de la valeur et pas simplement, en effet, un contenu, une réponse très pratico-pratique à une question très fermée aussi, quoi. Mais dans le process, donc on a cette, qu'est-ce que j'apporte, au consommateur, mais aussi, à quoi ça me sert? C'est-à-dire les marques aussi sont, Ouais voilà, et ça c'est peut pas être c'est du business quand même. la réponse, ça peut pas être juste de l'occupation de terrain, Non, c'est un moyen, en effet, non, non, d'être présent sur tel réseau. est-ce qu'on veut créer du lead? Est-ce qu'on veut, cultiver une image d'expert? Est-ce qu'on veut préempter un univers ou un terrain de jeu sur lequel on n'était pas encore et donc, pour occuper cet espace, mais de façon un petit peu tactique, voilà et c'est à quoi ça sert? Est-ce qu'on veut, donner, à un réseau, par exemple, un réseau commerciaux, des éléments pour rebondir, en clientèle? Voilà, faut se poser, la question. On peut pas faire de contenu hors sol. Mmh. Il faut qu'il y ait un lien et donc ça, c'est ces éléments-là qu'on doit se reposer. Donc ça repose la question des objectifs, derrière de la stratégie qui va être mise en place et donc effectivement, on parlait tout à l'heure du choix des canaux.
Il va y avoir des équilibres à trouver aussi entre, là, on le disait, entre qu'est-ce qui est de l'ordre du brand content, un petit peu, de l'image et puis du content marketing, Mmh. c'est-à-dire qui va me permettre d'entretenir une relation sur la durée. Et Il y a aussi cette logique de est-ce que toutes les marques ont besoin des 2? Je me posais la question. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Non? Après, en termes d'arbitrage aussi, c'est une question de moyens. C'est-à-dire Ouais. que, alors, je pense que c'est important d'avoir les 2 quand on peut. C'est-à-dire que c'est complémentaire, parce qu'on travaille pas les mêmes choses. Il y a une dimension plus publicitaire et puis une dimension plus finalement, relationnelle et opérationnelle. Ouais. Après, si on a des moyens limités, va falloir faire des choix. D'autant qu'un des équilibres qui est important de trouver, c'est l'équilibre entre production et médiatisation. Alors moi, je Mmh. ne crois pas trop, au contenu, enfin, on parle d'inbound marketing. Il y a quand même une mise à Mmh. disposition des contenus qui est nécessaire et ça passe, ça peut passer par des canaux propriétaires, mais derrière, il y aura toujours, à un moment donné, il faudra aussi, soutenir, la visibilité des contenus. Oui, je pense que l'utopie, des réseaux sociaux, puis ensuite de manière plus large du contenu, il suffit de faire des choses très intéressantes pour Mmh. qu'en effet, ça attire le prospect. Je pense on en est revenu, mais c'est vrai qu'il faut penser les 2. Et puis Bah, faut qu'il y ait un équilibre entre la qualité du contenu et le la médi sa médiatisation. en fait, il y a un chiffre qui fait peur et alors, je le cite avec précaution parce que je veux pas qu'on se tire une balle dans le pied en tant qu'expert du contenu. Mais, il y a 65 du contenu B2B qui n'est jamais consulté par personne. Et ça, c'est pas parce qu'il est pas intéressant, alors ça peut, hein, mais c'est surtout parce qu'il est, il est pas mis en avant au bon moment, auprès des bonnes personnes, il est pas médiatisé, il est juste posé, en fait. Ouais, Et donc, ça va dans la partie blog du site. bah, voilà, en fait, c'est-à-dire qu'on a une espèce de gros bac à sable où on met des trucs dedans et en fait, on les met pas en avant. Donc faut avoir ça en tête. C'est-à-dire que l'idée, c'est quand même qu'on soit, ce qu'on raconte soit vu et pas juste, de faire du contenu pour du contenu. Et dans la logique de process aussi, derrière, il va y avoir, l'utilisation de l'IA. Ça va rentrer aujourd'hui dans les process pour, adapter les formats, voilà, encore une fois, je pense que Peut-être l'IA, aussi les personnaliser, je pense qu'il y a plein de choses à faire les pour ça, poser les personnaliser, questions. voilà, ça, c'est les éléments importants. Encore une fois, je pense que sur le fond, il faut qu'il y ait l'expertise, la singularité, d'une entreprise. Mmh. L'IA va permettre aussi de formater les choses, et de travailler la forme qui pouvait prendre plus de temps, avant. Je pense que c'est Pour ça aussi, cette expertise, elle peut sans doute pas venir, que de l'extérieur. On le voit, hein, aussi des boîtes qui vendent du contenu un peu sur étagère et qu'il y a plus qu'à brander et à ramener. C'est ce qu'on voit de plus en plus, j'ai l'impression d'avoir du contenu qui soit un peu plus incarné qu'il l'a été à une époque. C'est très vrai dans le B2B, mais finalement, c'est aussi de plus en plus vrai, j'ai l'impression, dans le B2C, de devoir faire émerger, un peu des personnes et justement pour répondre aussi au manque d'incarnation, d'authenticité que peuvent avoir certaines marques. c'est incarnation, authenticité. Tu vas avoir aussi cette logique aussi sur, les coulisses de la marque. C'est partie des éléments qui rendent du contenu, authentique, mais c'est surtout l'idée d'en faire un contenu, singulier. Là, aujourd'hui, la course au volume fait qu'on va, faire, tout le monde il y aura pas d'angle, en fait et tout le monde va traiter un sujet, de la même façon. Mmh. Et en fait, d'aller chercher des experts, ça permet, aussi de singulariser, du contenu, même dans une logique d'IA. Ouais. J'en reviens au fond. C'est-à-dire que si on a une matière de départ qui est singulière, c'est-à-dire, une interview d'expert en interne, que n'a pas le concurrent, on peut, même si l'IA derrière va repasser dessus, ça restera singulier. Donc c'est ça qui est Mmh. important aussi dans l'approche, c'est de pouvoir, se distinguer, des autres et de travailler et les angles et la matière et elle est vraiment très présente, chez les annonceurs, même si beaucoup d'annonceurs n'en ont pas forcément conscience. Mais oui, c'est un petit enjeu aussi pour, déceler ces personnes-là. C'est-à-dire que c'est pas nécessairement le ou la DG. Non, 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 Ces non, 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 experts-là, ils non, sont non, à les les trouver. experts, ils sont voilà et c'est pas facile, d'aller chercher, ça c'est une vraie problématique, on dérive un petit peu sur le sujet, mais en tout cas, Mmh. il y a une vraie problématique, chez les annonceurs d'aller chercher, de pouvoir, aller, faire témoigner un de leurs clients, d'aller témoigner un de leurs experts donc voilà, il faut mettre en place aussi dans les process des moyens de sourcing en interne, de ce patrimoine, en fait. Ça fait partie du Ouais. patrimoine. Les experts font partie du patrimoine contenu au même titre que, les livres blancs, les articles, les vidéos qui ont été faites. Aujourd'hui,
cette intelligence, elle est à aller gratter aussi, je pense, chez l'annonceur et c'est ça qui va faire que les contenus vont être regardés, en fait. Mmh. C'est qu'on vient pas chercher, enfin, voilà, il y a un point de vue, quoi. Il y a quelque chose de singulier Ah voilà, aussi c'est exactement ça, ça parce qu'il y a un c'est point un de point vue, de vue. qui est pas juste celui de l'entreprise, qui est même presque plus celui de l'individu aussi qui est en capacité de le porter. Ce qu'on n'a pas évoqué aussi, c'est et qui me semble pourtant une tension intéressante, c'est celle entre les contenus longs et courts, où là aussi, bon, bah, forcément l'effet de volume pousse quand même davantage à faire, beaucoup de contenus courts en masse et on voit, presque en équilibre quand même des contenus longs qui continuent d'exister, bien que minoritaires. Bah, qui continuent d'exister, qui reviennent en fait, hein. Ça fait partie Ouais. des choses, alors, il y a cette culture du zapping, on dit toujours: «Oui, ce qui se regarde le mieux, c'est les vidéos courtes». Bah, ça se regarde vite et donc de pouvoir proposer, aux consommateurs, le temps de se poser sur un sujet, et donc qui dit un contenu un peu plus long permet aussi de creuser, Ouais. de démontrer l'expertise, c'est quand même important de pouvoir proposer ces temps de pause, d'autant que des contenus longs après peuvent être aussi, voilà, de façon un peu maligne, faire l'objet de capsules, d'extracts. Enfin, l'idée d'un contenu pilier, c'est important. Par exemple, là, le podcast qu'on est en train de faire est un contenu, long, Mmh. finalement. Peut-être alors, j'espère pas trop long. En tout cas, ceux qui Non, sont arrivés et en tout cas, jusque-là, voilà, ceux qui sont arrivés jusque-là ne peuvent que confirmer que du contenu long, c'est voilà, c'est c'est la preuve par l'exemple. c'est intéressant. C'est la preuve par l'exemple de, l'incarnation, j'espère, de l'expertise et puis et derrière, voilà, quand on prend un peu plus de temps, on peut dire plus de choses et voilà, ça peut Ouais. être, plus enrichissant. Puis je le nuance toujours ce côté de, les gens ont pas le temps, font que zapper, oui, OK, on sort du monde de la communication et on va vers le divertissement, mais en attendant, les séries se portent quand même pas si mal et je crois qu'elles s'étirent moins qu'un moment sur 80 saisons, mais quand même, c'est du contenu long. Les jeux vidéo en finissent plus d'annoncer que, c'est 50, 60, 80 heures de jeu. Bon, ça montre bien que visiblement quand on a quelque chose qui est assez qualitatif, visiblement les gens le temps, ils arrivent quand même à le trouver, quoi. Bon, et c'est juste, est-ce qu'on arrive à mériter un peu cette attention-là ou non, quoi? Oui, c'est toujours le problème. Après, ça reste comme ça reste quand même de la communication, à vocation commerciale, il faut avoir aussi une forme d'humilité. Oui. Dire que ça va être dur de lutter contre un épisode de Netflix avec un article sur l'épargne salariale. Mais Et c'est une question de contexte et de moment. Et donc, voilà, ça reste une question de ciblage et de timing et de stratégie initiale sur les objectifs qu'on recherche. tout à fait. Après, les choses intéressantes, pour un peu lutter contre en tout cas, c'est ce désintérêt qui pourrait naître de cette surabondance, il y a le retour du print qui est intéressant, je trouve, Mmh. parce que, bah, aujourd'hui, ça redevient original, d'avoir, un support. Alors, c'est bien quand c'est des supports un peu quali, Oui. de contenu, mais ça crée la surprise. Donc ça déjà, c'est une vocation d'attention qui est assez intéressante et puis ça permet aussi aux gens de se poser. On se pose plus, on est plus concentré, aussi sur un support print que sur un support digital. Donc c'est un bon complément, je pense, c'est des pistes, intéressantes à creuser sur, comment on réenchante, le contenu. L'agence qui a une longue histoire, a eu notamment une grande histoire du mailing objet, donc le fait d'envoyer des objets à titre publicitaire ou autre, on va vers le retour de ça finalement, ou en tout cas, il y a le fait d'être à un endroit où, qui est moins saturé que les autres finalement. Ouais, puis, il y a un chiffre que j'ai vu, il y a pas très longtemps. Je suis nul en sources, hein, je l'ai vu, mais j'ai plus la source. On les Mais retrouvera, non, parce qu'en fait, on le mettra en le description le cette ligne. print une chose qui est opposée, au print, c'est l'empreinte écologique voilà, d'imprimer du papier et Mmh. cetera et en fait, à partir du moment où le contenu est consulté plus de 12 minutes, le print, redevient, finalement plus vertueux Ouais. d'un point de vue, environnemental que, du digital. Mmh. Alors après, il faut trouver quelque chose, qui qui intéresse, plus de 12 minutes. Mais je pense qu'il
il y a des sujets il y a des sujets qui s'y prêtent. C'est ça. Il y a aussi la nature du sujet et puis, bah, la capacité de la marque à le rendre, et à le rendre intéressant et en effet à raconter quelque chose aussi qui soit singulier, quoi. Finalement, ça nous ramène aussi à ça. Il y a pas une fatalité, je pense, sur le zapping, la perte d'attention, de se dire, voilà, les nouvelles générations, la façon dont on consomme, l'information avec nos smartphones et cetera, voilà, en gros, bah, c'est fini maintenant, on pourra plus, je pense qu'il y a encore de la place pour prendre un peu de temps sur la communication. Tout à fait. À nous communicants de mériter ce temps justement qu'on est prêt à nous accorder. Bon, bah, Sébastien, merci beaucoup pour cet éclairage Merci à toi. et puis, bah, à bientôt donc pour reparler, contenu IA, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Avec plaisir. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode du V. Vous pouvez tous les retrouver sur notre site thelinks.fr. À bientôt.